Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, web journaliste camerounais. Au cours de cette vidéo, nous allons revenir sur l'affaire de l'assassinat de la gardienne de prison Florence Ayafor. Nous allons démontrer en quoi est-ce que ce crime est un crime d'État. Oui, le meurtre ou l'assassinat de Florence Ayafor rentre dans le registre d'un crime d'État. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, j'aimerais d'abord qu'on identifie les potentiels suspects. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre un hommage à cette dame très belle, Florence Ayafor, très jolie. Une dame, une maman qui a laissé 3 enfants. J'ai regardé la vidéo montrant cette scène horrible où elle est découpée comme un saucisson, où elle est égorgée comme un porc, où ses parties génitales sont carrément exposées et tout. J'ai reçu ces vidéos, je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à la fin. Je me suis dit, je connais le peuple anglophone parce que j'ai visité le Cameroun anglophone en 2015. J'ai touché du doigt les mentalités de là-bas. Et je me suis demandé si c'est ce peuple qui m'a accueilli en 2015 qui peut avoir en son sein des personnages aussi sauvages que ces jeunes gens qui ont eu à assassiner lâchement cette jeune dame. Je me suis demandé pourquoi tant de violence, de brutalité sur une dame qui ne demandait qu'à rejoindre son poste de travail à Bamene. Je me suis demandé quel degré de cruauté notre société peut avoir atteint. Tuer n'était pas suffisant pour eux. Mais de là à filmer ses parties génitales, comment elle est trimballée, comment elle est égorgée, comment elle est mutilée, je pense que là c'est le comble qui a été atteint. Et j'ai pensé tout de suite à ces 3 enfants qu'elle a laissés. Je me suis dit, parce que j'ai vu les photos de ces enfants-là, ils sont encore des enfants en bas âge, et je me suis demandé, quand ces enfants-là grandiront, quand ils auront 15, 20, 25 ans, et qu'un de ces 4 ils tombent sur une vidéo de leur mère traitée de la sorte. Quel traumatisme! Et je ne sais pas si ceux qui ont commandité ce crime ont pensé à ces enfants, juste parce qu'on veut tromper l'opinion internationale sur une guerre qu'on a complètement perdue, juste parce qu'on veut diaboliser les séparatistes anglophones, les présenter à la face du monde comme étant un groupuscule terroriste, etc. On pose des actes sans mesurer les conséquences que cela peut avoir sur la famille de cette dame. Et j'ai appris que soit son frère ou un membre de sa famille est mort de crise cardiaque en voyant sa sœur être traitée de la sorte. Et que tous ceux qui ont commis ce crime odieux, que ce soit les commanditaires, parce qu'ils sont bien connus, que ce soit les auteurs, qu'ils sachent que le sang de Florence Ayafor demandera vengeance. Et je me battrai pour que justice soit rendue à cette dame. Parce que ce n'est pas normal que depuis que ce crime a été commis, le gouvernement camerounais reste muet, aucun communiqué de la part du gouvernement camerounais, aucune réaction, aucune enquête, rien du tout.
Je suis vraiment surpris par ce silence, même si je sais que si le gouvernement réagit, c'est pour faire comme d'habitude, c'est-à-dire que trouver des arguments qui ne tiennent pas la route, juste voilà pour que on passe rapidement dessus. Voilà. Maintenant, nous allons au cours de cette vidéo d'abord commencer par identifier les commanditaires du créneau. Alors, pourquoi c'est Florence Ayafor qui a été ciblée? Bon, qui pouvait en vouloir à cette dame sans histoire? C'est vrai qu'à première vue, les séparatistes anglophones peuvent être les premiers suspects parce que Ayafor Florence était une gardienne de prison, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'État du Cameroun, parce que les cibles privilégiées des séparatistes armés, c'est des fonctionnaires de l'État du Cameroun, c'est-à-dire que les séparatistes s'attaquent au symbole de l'État du Cameroun qu'ils considèrent comme étant colonisateur, qu'ils considèrent comme étant, permettez-moi l'expression, annexateur. Alors, à première vue donc, comme je le disais, les séparatistes peuvent être accusés d'avoir commis ce crime. Mais d'après les informations en ma possession, Ayafor Florence envoyait très souvent des informations au milieu indépendantiste anglophone, au milieu séparatiste. Ayafor Florence travaillait en collaboration avec le mouvement séparatiste anglophone. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, Ayafor Florence était très attentionnée vis-à-vis des prisonniers anglophones de la prison centrale de Bamenda qui ont été arrêtés parce que soupçonnés de collaborer avec les Amba Boys, c'est-à-dire que les séparatistes armés. C'est-à-dire que pendant que leurs collègues, ces collègues francophones, refusaient tout accès à ces prisonniers-là, elle leur accordait cela. Elle accordait aux visiteurs de rendre visite, aux parents de ces détenus, de leur rendre visite, des détenus de la prison anglophone. Et c'est une dame qui était très gentille envers les prisonniers de la crise anglophone détenus au pénitencier de Bamenda. Ça, c'est le premier élément pour que vous puissiez comprendre les mobiles de son assassinat et d'où cela peut venir. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ce sont les séparatistes qui ont tué Florence Ayafor? Vous savez, j'aimerais que vous donniez un certain nombre d'informations sur les séparatistes anglophones. Les groupes armés séparatistes anglophones, c'est un effectif de près de 20 000 hommes. Là-dedans, vous retrouvez des jeunes gens qui ont fait la formation militaire au Nigeria, au Ghana, et qui sont retournés au terroir, qui sont revenus au terroir. Vous trouverez des militaires qui ont servi dans les armées étrangères, les armées russes, les armées américaines, qui, une fois le contrat expiré, sont revenus au terroir pour combattre aux côtés de leurs frères, pour créer des camps d'entraînement, pour entraîner ceux-là, les jeunes volontaires qui veulent bien intégrer ces groupes armés. Et autre particularité de ces groupes armés, c'est que les membres de ces groupes armés vivent en harmonie avec la population locale. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous allez à Kumbo, je prends un exemple, à Kumbo, c'est dans le Buis, au nord-ouest. On sait que tel Amba Boys
est le fils de tel. Vous allez à Lebialem, on sait que tel Red Dragons est le fils de tel. Tel autre Red Dragons est le fils de tel autre, etc. etc. Donc, c'est des gars qui sont très bien connus dans les zones où ils sont implantés. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs pour venir s'aimer. Non, 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 non. C'est des gars qui sont très bien connus dans les villages où ils se trouvent. Et maintenant, les séparatistes armés bénéficient du soutien de leurs frères qui sont dans la diaspora. Aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Suède, en Norvège, etc. Bref, de partout dans le monde. Ils lèvent des fonds pour envoyer à leurs garçons qui sont sur le terrain. Et cet argent leur permet de se nourrir chaque mois. Et c'est vrai que la population locale aussi leur apporte à manger dans leur camp et tout. Cet argent leur permet de s'acheter et des armes et des munitions. Et voilà comment ça se passe. Dans tous les 13 départements du Cameroun anglophone, il y a un groupe armé. Donc, ils appellent ça Local Government, donc LGA. Ça veut dire que dans la Mesam, il y a un LGA et la Mesam a son groupe armé. Dans le Boyo, il y a un LGA et dans le Boyo, il y a son groupe armé. Dans le Fako, il y a un groupe armé. Hein, et il y a un groupe armé dans le Fako et qui est coiffé par un LGA, Local Government Area. Dans le Lebialem, il y a un groupe armé. Bref, vous comprenez que c'est des gars qui sont bien connus dans les villages où ils se trouvent. C'est des gens qui ne viennent pas d'ailleurs. Et ils vivent de ce que leurs frères de la diaspora leur envoient chaque mois. Ça veut dire que quoi? Quand le groupe armé, par exemple, le Bialem a besoin d'argent, tous les anglophones originaires de Lebialem dans le monde, en plus de ceux qui sont à Lebialem, vont lever des fonds pour envoyer aux Red Dragons qui contrôlent le Lebialem. Quand le groupe armé qui contrôle le Fako a besoin d'argent, tous les originaires du Fako dans le monde lèvent des fonds pour envoyer aux membres des groupes armés qui se trouvent dans le Fako. C'est comme cela que ça se passe. Voilà comment ça fonctionne. Et maintenant, est-ce que ce sont les séparatistes qui peuvent avoir commis ce crime? La réponse tout de suite, c'est non. Pour quelle raison? D'abord, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Florence Ayafor travaillait en étroite collaboration avec les séparatistes anglophones. Elle leur envoyait des informations utiles pour leur évolution. Elle s'occupait très bien des prisonniers de la crise anglophone accusés de collaborer avec des séparatistes, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on admet que ce soit les séparatistes qui ont commis ce crime, admettons, ils ne prendraient pas le risque de rendre cela public, quelle que soit la plateforme. Pourquoi? Parce que s'ils rendent ça public, ils vont mettre leurs frères qui leur apportent, qui leur envoient de l'argent chaque mois, qui sont dans la diaspora, dans les problèmes, parce que les pays qui les accueillent peuvent dire que, mais écoutez, vous ne pouvez pas être sur notre territoire et maintenant vous entretenez des bandes armées qui commettent ce genre d'atrocités. Ce n'est pas possible, vous devez répondre de ça devant la justice. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les séparatistes armés, au cas, si on admet que ce soit eux qui aient commis ce crime, ils ne peuvent pas
Ils ne peuvent pas se mettre à filmer ça et à balancer ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas envisageable que ce soit les séparatistes armés qui ont commis ce crime-là. Bon, c'est vrai, ce n'est pas pour dire qu'ils sont gentils. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour les absoudre. Je fais juste une analyse claire et précise pour vous démontrer que, compte tenu de ce que les séparatistes vivent en harmonie avec les populations locales, ils ne peuvent pas commettre de tels crimes et les exposer de la sorte. Ce n'est pas possible. Sinon, ce sont les mêmes populations qui les soutiennent, qui à la longue vont se retourner contre eux. Et ils vont même commencer, et c'est maintenant les populations qui vont même collaborer avec l'armée. Donc les populations vont commencer à collaborer avec l'armée, elles vont commencer même à dévoiler leurs cachettes et l'armée va venir les trouver et puis les tuer. Donc les séparatistes armés savent qu'ils ne peuvent pas faire cette erreur. C'est vrai, il peut arriver qu'ils commettent des crimes, mais je ne pense pas qu'ils prendraient le risque de filmer ça et d'envoyer, et surtout une telle cruauté, avec une telle cruauté. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est même pas, c'est une hypothèse qu'il ne faut même pas envisager. Donc, pour récapituler, les séparatistes ne peuvent pas avoir tué cette gardienne de prison, premièrement, parce que cette gardienne de prison était plutôt proche d'eux. Deuxièmement, parce que si les séparatistes commettent l'erreur de commettre un tel crime, de filmer et de balancer sur les réseaux sociaux, ça peut exposer leur commandant suprême et leurs frères de la diaspora dans des problèmes avec la justice internationale. Ça peut faire perdre la sympathie qu'ils ont du peuple, c'est-à-dire que des populations des localités où ils se trouvent. Donc, ils peuvent perdre la sympathie de ces populations-là. Donc, ils ne peuvent pas prendre ce risque de commettre un tel crime, de filmer et de balancer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. La preuve en est que le 17 juillet dernier, lorsque la vidéo montrant des Amba Boys, des Restoration Forces, c'est-à-dire les séparatistes armés en train de taper sur des mamans avec des bébés au dos, il y avait même une jeune fille qui était là. Qui a été le premier à dénoncer ça? C'est Marc Barretta. Marc Barretta a été le premier à dire que non, 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 vraiment, ce sont nos gars qui sont dans Balignona, parce que c'est à Balignona que cela a eu lieu, que ce sont nos gars qui sont à Balignona qui ont fait ça. Vraiment, il faut que le commandant du groupe armé de Balignona puisse agir, etc. Et quelques heures plus tard, ces jeunes qui ont violenté ces jeunes dames et ces jeunes filles-là, avec des bébés au dos, ils ont été punis par leurs combattants, puisqu'on a vu la vidéo juste après, sur la page de Marc Barretta, où leur commandant les mettait à genoux et tout, et leur disait que, écoutez, on va vous mettre en détention pendant 2 mois, des trucs comme ça. C'est la preuve que les séparatistes armés n'admettent pas ce genre d'atrocité dans leur rang, parce qu'ils savent les conséquences que cela peut avoir sur le plan international, parce qu'ils risquent des poursuites judiciaires, etc. Donc, ils ne peuvent pas faire cette erreur-là. Bon, maintenant, le troisième point. Nous allons maintenant passer au suspect. Le premier suspect, suspect numéro 1, dans cet assassinat, s'appelle Nkonda Titus, alias Makontri Pipoden. C'est un soldat camerounais qui travaille au sein de la marine anglaise, la UK Navy. Où il se dit, il y a une vidéo de son frère qui se plaint de ce que, pour se retrouver en Angleterre, il a dû voler le passeport avec visa de son frère pour se retrouver en Angleterre. Il travaille donc à la UK Navy. Il est aussi un activiste contre-révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il combat ses frères qui se battent pour la restauration